Docteur en Sciences Po, reporter de guerre et prix Albert Londres, Anne Niva, qui connaît si bien à la fois la Russie et l'Ukraine, est avec nous. Bonjour Anne. Bonjour Patrick. C'est un livre étonnant, La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre, publié chez Flammarion, parce que c'est pas un livre comme les autres, c'est un livre de terrain. Vous vous êtes dit en quelque sorte, au fond, je veux aller voir et je veux me rendre compte sur place de quelle est la réalité ou la vérité de cette guerre. C'est exactement ça. Quand cette guerre a éclaté, j'ai été évidemment anéanti. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir, mais il faut que j'aille voir des deux côtés. C'était ma condition. Je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller que d'un côté. Le côté ukrainien, certes, c'est très bien d'aller que d'un côté, mais si on peut aller des deux côtés, je pense que c'est mieux. Le côté ukrainien, c'est plus facile, journalistiquement parlant, d'y aller parce qu'il n'y a pas besoin de visa. L'Ukraine est évidemment beaucoup plus ouverte. La Russie, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut un visa, la guerre a raidi les positions. Mais la Russie, moi, j'y vais depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je demande des visas pour la Russie. Donc, j'ai réussi à y aller et je me suis dit, dès le départ, que je voulais structurer le livre un peu comme un match de boxe. Oui. Un chapitre en Ukraine, un chapitre en Russie, un chapitre en Ukraine, un chapitre en Russie. Et avec des personnes, des personnages, j'allais dire, sauf qu'ils sont réels, mais qui ne représentent qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, justement, je passe assez de temps à commenter les déclarations des grands de ce monde et les supputations des uns et des autres, pour là être véritablement avec celles et ceux qui font cette guerre ou qui la subissent. Donc vous vous dites en quelque sorte, alors on a vu, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur l'aide à l'Ukraine. On a vu les divisions en France, les divisions politiques. On voit aujourd'hui des attaques, évidemment, menées par Poutine, y compris à l'égard d'Emmanuel Macron. Vous vous dites, au fond, tout ça, ça se traduit comment sur le terrain de cette guerre? Voilà, exactement. Je me suis dit qu'il fallait que je me rende compte de concrètement ce que pensaient ceux qui la vivaient. Parce que nous, on est tranquillement loin de la guerre, sur nos plateaux de télévision ou chez nous, et on la commente. Est-ce que ça ne sent pas un peu parfois du voyeurisme? Je me suis même posé cette question. Donc j'ai eu besoin d'aller sur le terrain. Et sur le terrain, j'ai parlé à tout le monde, comme je fais depuis toujours, comme j'ai fait pendant la guerre en Irak, la guerre en Syrie, la guerre en Tchétchénie, etc. Et donc j'ai recueilli des avis différents, c'est-à-dire pro-guerre et anti-guerre, même en Ukraine, et en Russie aussi. Oui. J'ai rencontré des Russes, évidemment pro-guerre, mais anti-guerre également. Même si c'est plus difficile de gagner leur confiance pour les faire parler. Mais on y arrive, on y parvient. Parce que je change leur nom. Le problème, c'est que tout est pénalisé aussi aujourd'hui en Russie. Quand vous dites des choses anti-guerre, vous recevez 15 ans de prison. Hein. Oui. Donc, il faut bien respecter son interlocuteur et qu'il ait confiance en vous pour que vous ne le dénonciez pas, finalement. Oui. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Au fond de tout ça, Anne, vous vous dites, quelle est la situation de cette guerre? Ça va durer? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une lassitude? Est-ce que la Russie est affaiblie, comme on le pensait, par les sanctions? Est-ce que les Ukrainiens sont en train d'être battus aussi par cette guerre? Non, ce que je vois pour le moment après 2 ans de guerre, c'est qu'il n'y a pas de victoire militaire claire sur le terrain, d'un côté comme de l'autre. Et sans victoire militaire claire, il n'y a pas de possibilité de cesser le feu et encore moins de négociation. Parce que des deux côtés, on a encore envie de se battre. Des deux côtés. Et je dirais, du côté ukrainien, c'est clair. Nous avons Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui le dit tous les jours. L'Ukraine veut sa victoire. Du côté russe, c'est clair aussi dans la bouche de Vladimir Poutine. Mais dans la bouche des Russes, c'est compliqué parce que même ceux qui sont en faveur de la guerre en Russie, eh bien, ils sont mécontents aujourd'hui, voire même très en colère. Pourquoi? Mais parce qu'ils voient bien que leur armée n'arrive pas à la gagner. Leur armée n'arrive pas à la gagner. Et beaucoup de Russes pro-guerre et pro-Poutine, aujourd'hui, aimeraient en fait, et ils osent le dire, que Vladimir Poutine aille encore plus loin pour réussir à gagner cette guerre. Ils ne comprennent pas pourquoi l'armée russe n'arrive pas à la gagner. Oui. Donc ça commence à faire quand même des remous à l'intérieur de la société russe. La société russe, comme on l'a vu avec l'enterrement de l'opposant Alexei Navalny, n'est pas indifférente, n'est pas un monolithe. Elle existe, elle est vivante. Même elle contourne. C'est un peu comme les sanctions qui sont confirmées, contournées. Oui, vous avez dit dans une interview aujourd'hui, peut-être que Poutine peut être renversé. Poutine pourrait, à un moment donné, perdre. Tout est possible. Tout est possible. Bien sûr que Vladimir Poutine peut être renversé. Et s'il laisse, il sera trahi par un très proche.
comme ça arrive souvent dans l'histoire politique. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Mais en fait, chaque crise que traverse Vladimir Poutine depuis cette guerre fragilise et renforce son pouvoir à la fois. Parce qu'il est encore là au pouvoir, mais il a été fragilisé par exemple, ce qui s'est passé, souvenez-vous, avec Prigojine, cet homme d'affaires qui dirigeait la milice Wagner. Vladimir Poutine a manqué de discernement avec Prigojine. Il ne s'est pas rendu compte que Prigojine allait très loin. Vous vous souvenez, Prigojine, tous les soirs, on en parlait, il faisait des diatribes hallucinantes à la télévision, enfin, sur sa chaîne Telegram, et les chaînes occidentales médiatiques le rediffusaient. Bien sûr, tout cela n'était pas montré sur les chaînes d'État russes. Et à un moment donné, il a été trop loin. Il a trahi, et comme il a trahi, il a été éliminé. Mais Vladimir Poutine s'en est voulu. N'a pas d'avoir mis si longtemps, il a mis 6 mois, Vladimir Poutine, entre le début de l'année 23 et fin août 2023, quand Prigojine a disparu lors de cet accident d'avion, pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait avec quelqu'un qui pourtant était un patriote. Et Navalny, la mort de Navalny, c'est un signe de faiblesse de la part de Poutine, alors qu'il va y avoir cette élection où on sait déjà qu'évidemment il n'y a pas d'opposant. Écoutez, le fait que Navalny ait été en prison, que lors de son retour, il avait été empoisonné, il s'est fait soigner en Allemagne, il est rentré en 2021. 21 ou 20 ? Tout d'un coup, j'ai un trou. Bref, le moment où il est rentré, il a été mis en prison. Tout cela prouve bien qu'il était un danger pour Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, depuis son accession au pouvoir, ça fait quand même plus de 20 ans, Patrick, plus de 20 ans, a éliminé toute opposition. Il a d'abord éliminé l'opposition systémique à l'intérieur du système, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus aujourd'hui à la Douma, le Parlement russe, de parti de réelle opposition à Vladimir Poutine. Il y en a un, il s'appelle le parti Yabloko, la pomme, il n'est plus à la Douma, tellement il est peu populaire. Donc il a commencé par ça. Et ensuite, il s'est intéressé à son opposition non systémique. Et parmi eux, il y a évidemment Alexei Navalny. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Et aujourd'hui, toute l'opposition à Vladimir Poutine, elle est en exil, Patrick. Elle est hors de la Russie. La veuve de Navalny, Yulia Navalnaya, une femme très forte, une femme puissante qui reprend le flambeau. Elle est à l'extérieur. Une possibilité pour elle d'être demain une opposante crédible. Sauf qu'elle est à l'extérieur. Que voulez-vous qu'elle ait comme crédibilité à l'intérieur de la Russie, alors qu'elle est à l'extérieur ? Poutine ne peut pas perdre, à la fois ne peut pas perdre, n'a pas le droit de perdre cette guerre, et parce qu'il ne... Poutine peut perdre cette guerre s'il essuie une défaite militaire sur le terrain. Pour le moment, ça n'est pas le cas. L'aide occidentale peut permettre de vaincre la Russie, vous pensez, aujourd'hui ? L'aide occidentale à l'Ukraine. En l'état présent, elle n'est pas suffisante. C'est bien ce que dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky tous les jours. Mais ça, c'est un autre questionnement, si vous voulez. Moi, j'ai été sur le terrain pour me rendre compte, voilà comment vivaient ceux-là et subissaient cela, les principaux intéressés. Maintenant, bien sûr, cette guerre fait peur. Elle fait peur au monde occidental, aux Européens que nous sommes, parce qu'on a peur qu'elle arrive jusqu'à nous. Je vous rappelle, Patrick, que moi, j'ai couvert d'autres guerres, notamment en Syrie, en Afghanistan, en Irak. Elles n'ont pas autant intéressé les médias occidentaux. Elles n'ont pas autant intéresser les Européens. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait, pardon de le dire, mais d'États lointains et d'États musulmans. Les Ukrainiens ne sont pas musulmans. Donc là, on se dit que si la Russie l'emporte, elle ne s'arrêtera pas là. On se dit ça aussi. Ça, je ne le sais pas parce que moi, je ne veux pas rentrer dans les supputations. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Dans les faits, aujourd'hui, l'armée de Vladimir Poutine n'a pas été capable de prendre Kiev. Donc je ne suis pas sûre qu'elle soit capable d'aller véritablement plus loin. Elle est là où elle est, elle a bien du mal à rester là où elle est, mais de l'autre côté, les Ukrainiens ont du mal à avancer pour reprendre les territoires qui leur ont été pris. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ça, c'est la réalité du terrain. C'est un constat qu'en fait, il n'y a pas de possibilité d'arrêt des combats, de paix aujourd'hui. C'est le constat que vous faites, Anne Niva, de retour du terrain. De retour du terrain, ce que je dis, c'est que, et ça n'est pas à moi de décider, parce que moi je reste à ma place, et ma place c'est d'aller observer ce qui se passe, comme une petite souris, et de ne pas être seulement du côté des gentils, mais d'aller aussi du côté des méchants, telle Alice qui traverse le miroir. Donc ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, aucune des deux parties en présence, aucun des deux belligérants n'a intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Parce que pour aucun des deux, pour le moment, continuer, c'est encore possible. Ça ne leur coûte pas encore assez pour qu'ils se disent « on va s'arrêter ». Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais l'agresseur reste la Russie. C'est toujours la Russie qui agresse et qui peut gagner du terrain, sans savoir justement où elle s'arrêtera.
Et donc l'Ukraine se défend aujourd'hui. L'Ukraine se défend, l'Ukraine a besoin de notre aide. Et jusqu'à présent, tous les personnages de mon livre le disent côté ukrainien, ils estiment qu'ils n'ont pas reçu assez d'aide. Oleg, cet officier du renseignement ukrainien, qui est une de mes sources, qui d'ailleurs meurt. Il est mort il y a quelques mois. Avant de mourir, j'avais eu des discussions extraordinaires avec lui. Il nous en voulait, il me prenait à partie. Il me disait, vous nous avez lâchés, vous, en Europe, parce que d'abord, vous découvrez cette guerre en 2022, alors que ça a commencé en 2014. Qui nous aidait en 2014, me disait-il. Et en cela, il avait raison, puisque je vous rappelle que ça a effectivement commencé en 2014, c'est l'invasion du Donbass, et qu'il y a eu 9 ans de combats qui n'ont intéressé personne en Europe, ni nos politiciens, ni nos médias. Et que ensuite, si je remonte encore plus, on peut remonter. Bon, la dislocation de l'URSS, c'est 1991, qui est une date très importante. 1994, quelques années après, vous avez le mémorandum de Budapest qui est signé. C'est un mémorandum qui permettait à l'Ukraine de rendre ses armes nucléaires à la Russie, qui voulait les récupérer, en échange, Patrick, de garanties de sécurité sur son intégrité territoriale. Qui a signé ce mémorandum? La Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et ensuite la Chine et la France. Eh bien, je vous dis que les Ukrainiens nous disent aujourd'hui, m'ont dit dans ce livre, et le disent à qui veulent l'entendre, vous nous avez lâchés. Aujourd'hui, vous vous réveillez, mais il est bien tard. Et le sursaut d'Emmanuel Macron, avec sa nouvelle rhétorique à propos de cette guerre, aujourd'hui, quand il dit ce qu'il dit... Quand il dit qu'il pourrait y avoir une intervention au sol... qu'il ne l'exclut pas, etc. Oui. Je vous rappelle qu'à l'automne 2022, et toute l'année 2022, il a dit autre chose. Il a changé d'avis, donc tout le monde a le droit de changer d'avis. Mais tout le monde se souvient qu'il avait dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie, qu'il fallait continuer à dialoguer avec la Russie. Donc les Ukrainiens s'en souviennent aussi de cela. Donc, et c'est pas parce que nous venons de signer cet accord bilatéral de sécurité, la France, avec l'Ukraine, comme l'ont fait d'autres pays, puisque ça a été signé avec l'Allemagne, avec d'autres pays européens, que subitement, par un coup de baguette magique, cette guerre va s'arrêter. Il faut arrêter de croire ça. Oui, d'autant que la Russie n'est pas aussi affaiblie peut-être qu'on avait pu le penser. Bruno Le Maire disait la Russie sera à genoux. Oui, il s'est trompé. Voilà. Bruno Le Maire a dit que les sanctions allaient effectivement mettre à terre la Russie. Il s'est trompé. Mais tout le monde sait que les sanctions, regardons avec l'Iran, regardons avec d'autres, tous les pays qui ont été sanctionnés dans le monde ont contourné ces sanctions. La Russie contourne à fond. La Russie a changé complètement ses voies de commerce. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Aujourd'hui, c'est la Chine. Aujourd'hui, c'est l'Inde. Elle s'est adaptée. Et la Russie est en économie de guerre, Patrick. De guerre, ce qui n'est pas le cas de la France, évidemment. Et ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine qui est agressée et qui est en train de s'y mettre aussi. C'est pas le cas de la France, bien sûr que non, puisque c'est l'inverse. La France et tous les autres pays européens, nous nous sommes démilitarisés dans les 30 dernières années. Donc aujourd'hui, nous avons pris une claque, plus qu'une claque. C'est ça ce que vous appelez le déni, d'ailleurs c'est le titre du livre. Hein. Tout à fait, la haine et le déni. Voilà, je ne dis pas dans le titre, parce que je ne veux pas dicter à mon lecteur ce qu'il doit penser. Il y a de la haine d'un côté et du déni de l'autre. Mais nous avons été, et je crains que nous soyons encore pas mal dans le déni. Oui, mais ça veut dire qu'au fond, on peut regarder, évidemment, à la fois l'Ukraine et la Russie, parce que j'allais dire prendre parti. Bien sûr qu'il y a un agresseur et un agressé, mais au fond, on peut regarder les choses, essayer de comprendre. Non, mais Patrick... on a vu le débat à l'Assemblée nationale, on a entendu c'est trop facile. Le discours, là... Qui meurt en Ukraine aujourd'hui? Sont-ce des Français, des Allemands, des Espagnols, des Anglais? Non. Ce sont des Ukrainiens. Donc, c'est très facile pour nous de donner des conseils, de donner notre avis, de commenter, de faire des supputations. Nous ne sommes, je le pense, pas prêts à nous sacrifier. Donc, d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas dit que la France allait envoyer des troupes combattantes en Ukraine. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné une interview au Monde pour dire, et c'est justement, on sent bien que c'était son premier message, il voulait rassurer les Français en disant « Vos enfants n'iront pas mourir sur le terrain ukrainien ». En revanche, il y a mille et une autres façons d'envoyer d'autres types de troupes non combattantes, mais sur le terrain. Et c'est déjà en train d'être fait. Non seulement par nous, les Français, mais par également les Anglais, les Américains. Je dirais c'est presque de notoriété publique. Mais c'est comme ça dans toute guerre. Arrêtons, cessons d'être naïfs. Oui. Cessons d'être naïfs. Mais Anne Niva, vous qui connaissez si bien la Russie,
il y a cette capacité, cette force historique Il y a des surtout- Russes qui ont connu tellement d'épreuves Oui. et qu'au fond, on sait qu'ils ne s'arrêteront jamais, ils ne s'arrêteront pas, ils ne lâcheront pas. Mais ça, c'est vous qui le dites, et c'est Vladimir Poutine dont on peut penser qu'il ne s'arrêtera pas. Mais Vladimir Poutine n'est pas tout seul dans son pays. Il y a en Russie une société civile sur laquelle je m'exprime dans ce livre, c'est le but. Et mon but, c'est de montrer que la société civile russe n'est pas apathique, n'est pas morte, ne pense pas la même chose tel un seul homme. Elle est vivante. Elle a simplement du mal à s'exprimer. On l'a vu s'exprimer à 2 reprises dans les dernières semaines, les derniers mois. Avec ce candidat qui n'a pas été accepté par la commission électorale centrale, qui s'appelle Nadiejdine. Vous vous souvenez, il y avait des queues dans les rues de Moscou pour pouvoir mettre son nom. Les gens étaient prêts à mettre leur nom pour dire qu'ils voulaient qu'il soit accepté. Il ne l'a pas été. Mais ça, c'était déjà une façon de s'exprimer contre la guerre, en osant aller dans la rue en faveur de ce candidat. Et le deuxième événement, c'est bien sûr l'enterrement d'Alexeï Navalny. Lors de l'enterrement d'Alexeï Navalny, on a vu des dizaines de milliers de Russes qui ont osé descendre dans la rue et aller dignement poser une fleur sur sa tombe. On est aujourd'hui à J+10 ou plus de sa mort. Ça continue. On continue à y aller, même s'il y a des caméras digitales partout et que effectivement tout est enregistré, tout est contrôlé à Moscou. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que cette société russe, et puis j'en parle dans le livre, il y a quand même une différence à faire suivant l'âge en Russie. Les jeunes Russes, ceux qui ont 20 ans, 23 ans, l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir, de sa durée de pouvoir, ils ont beaucoup moins peur de Vladimir Poutine que leurs aînés. Et ils sont en contact, même si il y a de la censure en Russie, mais pas comme en Chine, ils sont en contact comme ça, horizontalement. C'est-à-dire un jeune Russe ressemble à un jeune Anglais, ressemble à un jeune Français, un jeune Allemand du même âge. Ça, c'est très important. Et ces jeunes Russes-là, ils n'ont pas du tout la même attitude par rapport à Vladimir Poutine que leurs aînés. Et Vladimir Poutine n'est pas immortel. Merci. Anne Niva, c'est absolument passionnant, hein, la haine et le déni. J'ai vraiment regardé cette guerre comme on ne l'avait jamais vue, d'une façon complètement différente. C'est absolument fascinant et ça permet de comprendre des choses que jusqu'ici peut-être sortir des schémas. C'est de l'humain, Voilà. de l'humain. Et rien que de l'humain dans ce livre. Parce que c'est l'humain qui m'intéresse. Merci. Anne Niva était notre invitée. Merci.